Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 13-013 le live, l'émission football local, décryptage, Olympique de Marseille. L'actualité c'est ici sur 13-013, c'est la deuxième émission et c'est un plaisir de vous accueillir cette soirée pour cette émission football. Autour de moi, des passionnés, des spécialistes. On va se régaler pendant une heure, on va parler football. Juste avant ça, n'hésitez pas, je vais vous donner le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler, 04 91 67 10 48 pour participer à l'émission. Ce numéro s'affichera sur Twitch, vous le verrez en commentaire, donc vous pouvez nous appeler, participer avec nous sur ces débats qu'on aura pendant cette heure-ci. Et donc c'est bien en live sur United Radio, ceux et celles qui doivent sortir, qui ne peuvent pas regarder Twitch, vous pouvez nous suivre sur United Radio, sur le site internet, et également sur le Twitch de 13-013. 4 parties aujourd'hui. Première partie, a-t-on vu l'OM trop beau? Ça va être au programme de cette première partie de l'émission, après les deux défaites, celle en Ligue des Champions et celle face à Lens sur le choc du match de ce samedi. Donc a-t-on vu l'OM trop beau? On en parlera avec les collègues. Partie numéro 2, l'instant vérité. On a un chroniqueur qui va nous parler d'Amine Gouiri et peut-être que la vie est plus difficile que ce qu'on croit sans l'attaquant algérien blessé de l'Olympique de Marseille. Partie 3, invité. On vous montrera qui est l'invité, normalement vous le savez, il y aura une interview de quelques minutes, il va un peu nous raconter son monde de conseiller sportif, c'est intéressant, et ça dans son ancienne carrière de joueur, très carrière chargée l'invité, il va nous en parler aussi. Et quatrième partie, droit au but. C'est parti pour la semaine qui va arriver avec le match face à Angers et face à Auxerre la semaine prochaine, cette semaine, dans 2 jours, le match de l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome face au SCO d'Angers. Bon, on va présenter les invités qui sont avec nous autour de la table de nouveau pour ce lundi. Notre ami Alba est avec nous. Comment tu vas, Alba? Bah écoute, content d'être là, ça va très bien. Je suis entouré de connaisseurs et d'experts, donc ça fait plaisir et très très content d'être là. Alba, comme d'hab avec toi, c'est détente. J'aime Tranquille. bien. Petit style détente. Tranquille. Petite casquette, petit t-shirt noir. Voilà, on est dans le thème. T'en as pas trop fait. Non, tranquille, sobre. Mais t'aurais pu. J'aurais pu, Dans mais le site à sobre. ton dressé, bien. Non, sobre. La première, tranquille. On pose les bases, après on verra les Après prochains. qu'on va te dire Alba, Alba montre. Commence à montrer et tout, mais là, tranquille. Tranquille. On rentre dans le rang. Alba qui était éducateur football au club de Saint-Henri à Marseille. Saint-Henri, à Gignac-Marignane. D'ailleurs, j'ai vu que notre capitaine, s'il regarde, Lucas Dago, qui était avec nous et qui était parti à Ajaccio après, là, il a été dans le groupe pour le match de coupe avec Aubagne. Donc, ouais, ça va, hein, une bonne petite carrière. Futsal aussi, tant que gardien, ça va. Toujours des passionnés avec moi autour de la table. Notre ami Cisco qui fait sa première aussi avec nous. Comment tu vas, Cisco? Ah, ça va très bien, énormément bien. Cisco, la première avec nous. Cisco, bon, on te connaît de différentes radios, tu étais notamment sur RK13, tu fais beaucoup de podcasts sur l'Olympique de Marseille, sur la musique, sur le football comorien, t'es polyvalent, t'es de partout. On essaie d'être polyvalent, on essaie d'être partout. Mais j'espère avoir. Je suis très content de voir Alba. Ouais, moi aussi, plaisir partagé. Ouais, plaisir. Que je suis énormément sur le réseau, l'ex-réseau Oiseau Bleu. Ouais. Et voilà, et c'est toujours un plaisir d'être avec toi, bien sûr. Et l'invité qui est avec nous, Nicolas Marin. Merci d'avoir répondu présent. C'est avec plaisir, hein. Bonsoir tout le monde. Nicolas, alors je crois qu'il y a un problème de micro. Est-ce qu'on lui donne le micro trop haut à Nicolas ou c'est bon? Tout est bon? Allez, c'est bon, super. Tu m'as oublié la prod, Nassem. Nassem devait être une prod. Non, ça y est, tu l'as oublié. Laisse, ça y est. Ne fais pas comme à la maison, quand ta femme te crie dessus, tu refais, tu essaies de... Non, ça y est, t'as oublié. Laisse tomber. Il a oublié la petite musique d'introduction. Nicolas, comment tu vas? Ça va, merci et vous? C'est quoi ta vie, Nicolas? Raconte un peu là. T'es à Marseille en ce moment, t'es conseiller sportif. Avant, t'étais joueur de foot. On dit que les joueurs professionnels, on s'occupe d'eux, on a aux petits soins pour eux. Là, c'est plutôt l'inverse. Ouais, bon, après je m'occupe aussi de moi. Hein. J'essaie de faire un peu de sport, un peu de paddle. Ça y est, c'est le sport du moment. Mais non, moi je suis resté dans le foot, c'est ma passion, c'est ma vie. Et c'est vrai que je suis beaucoup de matchs. Et on essaie de voir des jeunes talents éclore et essayer de les conseiller tout simplement. Justement, combien de matchs tu vois par semaine, par jour? Comment tu t'organises? Parce que, ok, tu vis de ça, c'est ton métier, mais c'est une gestion aussi du temps et de la vie personnelle. Ouais, bon après, on s'adapte. De toute façon, regarder des matchs de football, c'est toujours un plaisir. Et surtout découvrir les nouveaux talents pour les découvrir sur le long terme. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant de
de regarder des matchs. Encore une fois, on se lève pas à 5h du matin pour aller bosser. Donc c'est une chance qui est pas donnée à tout le monde et je la saisis, je l'ai saisie et j'en suis très très content. Là, tu es content de ta vie, ta carrière, tu nous parleras et on rentrera en détail. On va pouvoir déjà continuer, parce que j'ai déjà commencé l'émission, mais continuer. En tout cas, ceux qui nous ont écoutés sur United Radio, c'était très intéressant ce débat là, un peu sur la vision, l'observation des joueurs sur le terrain. On en reparlera tout à l'heure avec toi, Nico. On va commencer les débats. Juste avant de commencer justement à évoquer l'actualité de l'OM, on va juste redescendre sur le centre de formation. On va vous montrer les résultats du week-end. Il n'y a pas eu de nombreux matchs. Il y a eu tout simplement 2 matchs ce week-end quand les catégories, on va dire, à partir de U17 du côté de l'Olympique de Marseille. C'est la victoire des U19 3-0 face à l'OGC Nice, avec notamment un doublé de Antoine Valero. Petit doublé. Il a aussi sélectionné à la Coupe du Monde Qatar, U17. Avec les Chesés du côté de l'Olympique de Marseille. Donc les résultats qui s'affichent normalement chez vous. Donc voilà, et bien sûr la défaite 2-1 de l'Olympique de Marseille à Bollaert face à Lens, et ça va justement être le thème de la première partie. Le gros débat, c'est parti. Partie 1, le gros débat 13-0-13 le live. Allez, c'est parti. Donc, a-t-on vu l'OM trop beau après ces défaites cette semaine 2-1 face au Sporting, l'OM réduit à 10 dans la semaine, le deuxième carton jaune d'Emerson, le rouge. Ensuite, les 2 buts portugais, donc le Sporting s'impose 2-1 face à l'OM. En championnat, le choc face à Lens, où Lens était 4e du classement avant le match, l'OM premier. Lens, avec sa victoire, est passé donc devant l'Olympique de Marseille. Le classement, regardez, qui s'affiche avec le Paris Saint-Germain qui, avec sa victoire à Brest, reprend la première place, 20 points. Lens, 2e du classement, donc 19 points, et Marseille-Lyon 18 points, Lyon qui a gagné hier face à Strasbourg sur le dernier match de Ligue 1. Donc tout est serré là, tout est resserré, et justement c'est ma question avec cette défaite de l'OM. Voilà, est-ce qu'on les a vus trop beaux? Je te pose la question en bas, où l'OM justement est au niveau qu'on attend de lui. Personnellement, et on peut laisser le classement affiché quelques secondes. Personnellement, je trouve que c'est un peu dur de dire qu'on les a vus trop beaux, parce qu'il y a une semaine, ils étaient trop beaux, et là, maintenant, on les a mis dans un statut qui serait trop haut. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ils ont perdu un match, certes qu'ils auraient pu gagner, certes. Bon, ils ont perdu, on va revenir un peu sur le contenu, mais moi, je suis pas d'avis de... On les a vus trop beaux, on est encore au début de saison, c'est la 9e journée, il s'est passé beaucoup de choses. Après Rennes, t'étais mort, après Lyon, t'étais mort, et après Paris, t'es potentiellement champion. Je pense que des déconvenus va y en avoir, encore. C'est le lot d'une saison. L'OM... La semaine dernière, on posait la question ici, on n'est pas le centre, oui, bien sûr. On posait la question, l'OM joue-t-il le titre? Bien sûr. Doit-il jouer le titre? Après, on peut pas enlever le fait d'être ambitieux, parce qu'il y a des joueurs de qualité, il y a un mercato qui a été fait, il y a une continuité, tu as un excellent entraîneur, tu as un groupe de qualité. Après, il y a une réalité. La réalité, c'est qu'il y a des matchs le samedi, il y a des matchs le dimanche, il y a des matchs le mercredi, et tu vas en perdre, malheureusement. T'as pas aujourd'hui la qualité d'un Paris Saint-Germain, il faut se dire les choses. T'as pas encore aussi le step en termes de contenu, de te dire chaque match, je vais aller pour le gagner, et si je suis dans la difficulté, je vais quand même le gagner. Là, t'as encore des paliers à passer. Et voilà, on est à la 9e journée, il va se passer beaucoup de choses. C'est quand même la qualité d'un PSGB. Ce n'est pas n'importe quoi. Regarde, en vrai, quand tu regardes le match contre Paris, que l'OM a gagné, a fait un très bon match, il n'y a rien à dire, mais tu as passé beaucoup de temps à défendre. Surtout la deuxième période. Une grande partie du match à défendre, et pourtant, comme tu as dit, c'est pas le PSG qui est arrivé avec tous les titulaires. Il y avait énormément d'absents, mais tu as souffert... Attention, je suis d'accord avec toi, mais quand même le 3-5-2 aligné par Lucien Riquet, oui, même s'il change son animation complètement, il y avait quand même une fière allure. Ça, on ne peut pas l'enlever. Par devant, avec quand même des joueurs. Après, il manquait Doué, il manque Barcola, il manque Dembélé, il manque... Ce que je voulais souligner, c'est que ce PSGB pouvait facilement terminer 2e de ce championnat. Bien sûr. Dans le sens où on a quand même tenu tête à... C'est un PSG qui a battu le Barça aussi. Oui, et pour moi, la réalité aujourd'hui pour l'OM, c'est de prendre le plus de victoires possible. Moi, je ne suis pas partisan, personnellement, de regarder le classement, 8e journée, 9e journée, ça rime à rien. Pour un club comme l'OM, tu gagnes des matchs, de temps en temps, tu vas faire des accros, mais tu vas gagner la majorité de tes matchs. Regarder le classement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu regardes, tu es 8e, on joue le titre.
T'en perds un, tu viens de perdre 2 places. Ah non, peut-être on les a vus trop beaux. Non, il faut garder un juste milieu. Et après faire les comptes, allez, on va dire au tiers de la saison. On n'est pas encore au tiers de la saison, Nicolas, mais justement, ce que dit Alba, on les a pas vus trop beaux. La semaine dernière, ils jouaient pas non plus le titre. Qu'est-ce qu'on attend de cet OM ? On attend qu'il finisse combien ? L'année dernière, l'OM a fini à 18 points du Paris Saint-Germain, dans l'objectif de la saison deuxième. Mais Nico, on attend quoi de cet OM au niveau du classement, au niveau comptable ? Est-ce qu'il y a moyen d'aller gratter ce truc-là, où on se dit, bon, au final, comme Alba, il y aura des défaites, donc déjà assurer ce qu'il faut assurer ? C'est-à-dire peut-être la deuxième place, ce que tu dis. Ouais. Moi, je suis pas trop d'accord dans le fait d'être alarmiste, dans le sens où le contenu était quand même pas mal. Franchement, à Lisbonne, la première mi-temps, avant le carton rouge, Lisbonne, ils n'ont pas existé. Quoi. Je veux dire, après à Lens, je crois les 20 ou 30 premières minutes. Je suis d'accord. Voilà, c'était top. Ouais. Et après, moi, c'est mon point de vue, je pense que les choix que le coach a fait, je dis pas qu'ils ont été mauvais, parce qu'on peut se tromper, mais je pense que dans un match où, à l'extérieur, à Lens, avec un public, un contexte exactement qui tu sais très bien, moi j'ai joué là-bas, tu sens très bien que ça va pousser ici et là. Je pense que tu dois aligner des joueurs d'expérience. Je pense que tu peux, alors le petit Vaz, c'est très bien ce qu'il fait quand il rentre ici et là, mais je pense que tu dois laisser les Hochberg, tu dois laisser les Aubameyang dans ces matchs-là. Après à la 70e, si tu es fatigué, tu sors. Exactement. Et je pense que je pense que pour moi, c'est un langage commun. Je pense que c'est une petite erreur. Voilà. Mais dans le contenu, je trouve que franchement, ils ont une profondeur de banc qui est tu sors, c'est intéressant. Avant, tu l'avais pas. Maintenant, tu sors. Et justement, Nico, moi je te relance sur cette profondeur de banc. Est-ce que justement, avec cette profondeur de banc, tu dois pas essayer de passer un cap, de gagner ces matchs difficiles chez le 4e de Ligue 1 oui. Est-ce que c'est parce que si on parle de profondeur de banc, c'est pour te dois dans la durée. Mais est-ce que tu dois pas après une sortie en Ligue des Champions de justement essayer d'avoir un résultat face à cette équipe de Lens qui est costaud, comme tu l'as dit. Tout à fait. Est-ce qu'elle ne sert pas à ça, cette profondeur de banc ? Elle te sert à ça, bien évidemment. Après, tu prends le temps de jeu de chaque personne. À un moment donné, c'est fait exprès. Et je trouve que le recrutement a été bien fait, c'est bien homogène, tout ça. Mais après, toujours pareil, il faut cette à un moment donné, quand tu as des matchs charnières, des matchs importants, pour moi, il y a des joueurs clés que tu ne peux pas te passer. Non, moi je suis d'accord. Voilà. Après, pour moi, c'est pas alarmant, parce que si tu perds ces 2 matchs-là et qu'il y a 0 contenu, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Tu te poses des questions, tu te dis ok. Mais là, franchement, pour moi, si Auxerre, Angers, pour moi, ça doit être une formalité. Je suis pas forcément d'accord. Chacun. Excuse-moi, mais je suis pas forcément d'accord parce que rappelez-vous l'année dernière, on disait la même chose. Angers, même si l'année dernière il n'y avait pas la défense, complètement. Même si l'année dernière au niveau de l'attaque c'était pas forcément ça, on disait Auxerre et Angers, ça allait être une formalité. Ça a été 2 des équipes. J'ai dit ça doit être. Ça doit être une formalité. J'ai pas dit que ça, voilà. Mais toi tu le dis avec les mots professionnels, c'est-à-dire qu'on comprend ce que tu dis. Voilà. Mais lorsque je lis les réseaux, etc. on gagne. Et rappelez-vous l'année dernière que Angers, Auxerre, ça a été les 2 équipes. Tu fais 0 sur 6. Auxerre, tu fais 0 sur 6. Et Angers, tu fais 1 par toi à domicile. Et après, je crois que tu gagnes là-bas. C'est un débat que j'avais eu avec une personne. À un moment donné, quand tu es à Strasbourg, tu joues à Strasbourg et que tu es l'Olympique de Marseille, tu n'as pas la même pression. Ça veut dire que tu sais très bien qu'à un moment donné, les gens qui viennent au Vélodrome, moi, je l'ai vécu. En tant que Marseillais, que tu viens avec Lorient, avec Saint-Etienne, tu as envie de tout casser. Et tous les gens qui viennent jouer au stade Vélodrome, comme l'Olympique de Marseille, avance-toi un peu. Devant 70 000 personnes avec une ambiance de feu, tu as envie de te montrer. Et des fois, il y en a certains qui se transcendent. Et c'est pour ça que pour moi, des fois, c'est très dur. Pour les joueurs de l'OM, c'est pour ça que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu n'es pas préparé à jouer à l'Olympique de Marseille, tu te fais bouffer, exactement. L'environnement, il te bouffe. C'est Strasbourg qu'on a vu trop beau. Qui pour l'instant, bon après ça ils sont toujours dans le coup, mais c'est vrai qu'ils perdent des matchs plutôt importants. Vous avez parlé de contenu et justement il y a le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia, qui n'est pas alarmiste du tout. Il a dit et ça va s'afficher chez vous d'en haut de la tribune bien sûr, c'était rageant, le contenu a été bon, on a fait les 20 plus belles minutes avec ballon, vous en parlez justement dans l'émission de la saison, et j'ai d'ailleurs félicité le coach pour cela.
je suis très content du visage qu'on a montré et de la performance. Après, je ne dis pas que c'est parfait. Il y a des choses à améliorer, notamment dans le dernier tiers avec ballon, mais je ne suis pas inquiet pour la suite. Non, il y a pas de quoi être inquiet. Parce que si on commence à être inquiet, il faut aller consulter. Mais du coup, attends, moi je comprends ce que vous dites. T'as pas trop l'air d'accord sur ce. Bon, toi, t'as pas l'air d'accord sur la vision qu'on a d'Auxerre et d'Angers. C'est pas une formalité. Ça sera pas des matchs simples. Ça sera pas des matchs simples, surtout que ce sont des adversaires, comme on l'a dit, qui ont accroché l'OM et Angers qui est en forme en ce moment. Victorine, on en parlera tout à l'heure. C'est surtout très frustrant. Voilà, c'est ça. Sur ce, moi, je veux pas conditionner vos avis. On parle entre nous, tranquille, il y a pas de problème. Mais sur ce match face à Lens, les stades vont s'afficher. On parle des 20 belles premières minutes. Il y a l'erreur de Pavard, on en reviendra dans quelques minutes. Là, on voit les stats qui s'affichent. L'Olympique de Marseille a 0,67 d'expected goals, c'est-à-dire de buts attendus en fonction des situations qu'il y a eu sur le terrain. Lens à 1,80. Possession de balle, l'OM à 69%, du coup 31 du côté de Lens. L'OM a plus tiré que Lens, 2 fois plus tiré que Lens avec 17 tirs, mais que 3 tirs cadrés. Et les stats ne comptent pas de grosses occasions pour l'OM, même si Greenwood, logiquement, il y a but, donc c'est une grosse occasion. Et l'OM a eu plus de corners. Donc dans les stats, possession de balle, mais occasion franche du côté lensois. Qu'est-ce qui manque à l'OM pour avoir cette marge? Parce que j'ai l'impression qu'à partir de la 20e minute de jeu, il y a eu le but de Greenwood, mais à partir de l'erreur de Pavard, rideau, et c'était plus compliqué même d'avoir des situations. Moi je pense que le but de l'OM c'est une récompense par rapport au début de match. Ça pour moi, je pense qu'on est tous unanimes sur ça. C'est une récompense par rapport aux 20 premières minutes où tu es au-dessus. Après, je pense qu'il y a un peu le but l'erreur de Pavard, elle arrive tôt. Elle arrive trop tôt peut-être. Tu n'as même pas le temps de refaire redescendre un peu la pression, que tu es dans les 5 minutes, il y a la faute, il y a penalty, il y a but. Donc ça met un peu un coup derrière la tête. Tu te dis là, on vient de faire 20 minutes de qualité, on a été récompensé. En vrai, tu n'es pas tellement récompensé parce que tu prends le but derrière. Donc je pense que mentalement, ça a un peu joué. Tu as joué en semaine. Tu te dis bon... Il va falloir encore redoubler d'efforts. Peut-être tu n'avais pas les jambes aussi. Moi, j'ai une petite question justement par rapport à ce que tu dis, l'erreur de Pavard. Est-ce que c'est pas plus un très bon coup joué par Edouard, plus qu'une erreur de Pavard? Là, je demande à l'ancien attaquant. Moi, je pense qu'Edouard, il joue pas le coup, quoi. Je veux dire, il s'y attend pas. Moi, je pense que c'est Pavard. Pavard ou Edouard, pardon? Non, Edouard qui. Oui. Mais je pense que. Edouard, c'est un bon tacle, ok. Après, je veux pas être méchant, mais. Avec sa capacité, son expérience, de toute façon, si tu le touches, c'est fini. De toute façon, c'est obligatoire, il y a pénalty. C'est obligatoire. Et en plus, je trouve à la distance où ils sont, Hudson-Edouard, il n'a même pas 1 mètre. Oui. Il y a un tas de joueurs autour. Mais même, il y a le gardien qui peut sortir, l'angle des fers. Il y a tellement Voilà. Après, voilà, peut-être c'est la malchance, peut-être qu'il ne fait pas exprès de le toucher aussi, peut-être. Mais voilà, à un moment donné, quand tu es dans la surface, tu ne peux pas toucher quelqu'un, c'est pas possible. Moi, je déteste les défenseurs qui taclent. Je déteste ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu sais très bien que tu vas passer à la trappe. C'est un peu sa spécialité quand même, Pavard. Les tacles, même souvent au bord de la surface, on a vu, même quand il jouait arrière latéral avec l'équipe de France, c'est un peu sa spécialité. Là, c'est pas une tacle, voilà. Là, tu vois, c'est pas ça, on a le c'est même truc pas une tacle. Il tacle un peu la jambe à la bibette, tu vois, un peu un tacle, façon enroulée. Là, on a l'habitude, mais là, c'est la cisaille qui l'a envoyé, là, non? ça n'a pas de sens. Oui, exactement, ça n'a pas de sens. Les stats vont... Il y a une stat Opta qui est sortie, on l'a tous vu cette semaine, qu'en gros, c'est le seul joueur à avoir concédé un pénalty marqué contre son camp depuis que Opta calcule les stats. Et du côté de l'OM, c'est 2 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. C'est la première de la saison en ce mois d'octobre. On va rester justement sur Pavard. Donc Nicolas Marin qui est avec nous dit c'est pas de chance, c'est le joueur qui s'est manqué. C'est quoi? Pas de chance, le joueur qui s'est manqué. C'est vrai que le Port il fait une semaine malheureuse. Et sur le but contre son camp aussi. Voilà, moi, pour moi, le but contre son camp, pour moi, c'est pas de chance. Parce qu'il on est d'accord. Voilà, là, il centre, ça tape, ça fait flipper, ça. Voilà, c'est ça. Mais sur le penalty, il doit jamais. Du moment qu'il se fait prendre dans le truc, de toute façon, il n'y a aucun sens. Sur le deuxième but, la première erreur, c'est parce qu'il a fait quand même un bon match, c'est Vermeulen. Vermeulen, pardon. C'est Vermeulen qui fait sa première erreur parce que peut-être en tant que grand adepte de la technique de Zerbi, il a voulu ressortir proprement le ballon. Bien sûr. Et tout à l'heure, tu nous posais la question. Moi, c'est ça que je reproche à l'OM. C'est cette espèce de manque de côté tueur. Quand il faut dégager, il faut dégager. Et quand il faut mettre le but, il faut mettre le but. Le Sporting, on perd le fil parce qu'on ne met pas ce deuxième but. Ah oui. Qui fait que... Je sais, mais tu vas pas tout. Des fois, il y a un moment donné, tu vas pas marquer 2 buts par match. À un moment donné, il faut que.
ces joueurs cadres, à un moment donné, qui posent leur base et qui, voilà, tranquille, et que tu peux avoir de la possession. À un moment donné, quand tu as la balle, tu fais courir les autres. Moi, je l'ai vécu, c'est beaucoup plus compliqué. Et à un moment donné, dégager un bon truc sur un peut-être, corner qui est assez dangereux. Sachant que sur le match contre Lens, j'ai pas l'impression qu'on a pris beaucoup de ballons de la tête, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, offensivement, après, non, non, parce que Baïdou, il prend tout à Vaz, il prend tout à Vaz, après il prend tout à Aubameyang. Ouais. Mais non, c'est vrai. Après, on peut revenir sur un contenu global. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre le match contre Lens et celui de Strasbourg l'année dernière. Le match, il se ressemble beaucoup. Là où, quand même, je pense qu'on paye un peu. Je pense qu'on a pêché un peu physiquement. Parce que Lens finit très très bien le match. Certes, tu te découvres, mais Lens, ils te bouffent. Ils sont en train de te bouffer petit à petit. Et tu payes un peu, je pense, d'avoir joué la semaine à 10 contre 11 en plus. Mais moi, je suis aussi d'avis que Lens, ils étaient dans leur registre du contre-pressing, du combat, un peu comme Strasbourg l'année dernière. Ils sont allés te chercher haut, ils n'ont pas eu peur. Après, il y a des mecs qui ont été très très forts. Donc, arrivé à un moment, l'OM, ils ont fait leur match. Ils ont fait le match qu'ils auraient dû faire. Tu n'as pas eu de réussite sur le penalty parce que tu as une erreur individuelle. Tu prends un but. En vrai, le but, c'est un but casquette. Un corner, ça tape les deux buts, ils tombent du ciel, on va dire. Ça tape le pied de machin, ça rentre, tu as une chance sur je sais pas combien pour que ça le fasse. Ça le fait aujourd'hui. C'est pas grave, parce qu'en vrai, quand tu regardes... Toi, le contenu, t'es content du contenu de tout le match. Après, on va arrêter la première partie. Je vais poser la question à tout le monde. Ou que les 20 premières minutes. Je suis jusqu'au but. Après, c'est un peu plus compliqué. C'est ça qu'il va falloir régler, justement. C'est ça ce concept de réaction. Non. Et c'est la première fois que De Zerbi, il y a une stat de notre ami Yacine Mergoum avec qui on prépare l'émission, qui... alors je vais la retrouver, elle est là la stat, c'est la première fois durant l'ère de Roberto De Zerbi que l'OM s'incline après avoir ouvert le score en Ligue 1. Pas qu'une fois, 2 fois en plus. Ligue des Champions. Là, je parle, là c'était la stat qu'en Ligue 1, mais du coup, dans la semaine, bon, le match de mercredi, vraiment en parenthèse à 10 contre 11. Mais voilà, pour la stat. C'est une stat nouvelle. Depuis qu'il est arrivé à l'OM, c'est jamais arrivé. Il fallait que ça arrive un jour. Mais voilà, j'ai envie de dire, vaut mieux que ça arrive contre Lens dans ce contexte-là, que ça arrive mercredi. À domicile, ça va être un peu plus compliqué si tu ouvres le score et tu perds 2-1 chez toi. Ok. Rapidement, Nicolas. Non, moi je trouve qu'il faut qu'ils arrivent avec les joueurs d'expérience qu'ils ont et surtout au niveau de la maîtrise, qu'ils arrivent à garder cette possession à un moment donné. À un moment donné, tu n'es pas obligé d'aller toujours marquer. Tu prends, tu la gardes, tu fais remonter ton bloc, tu prends la patience. Paris, ils jouent tous les 3 jours aussi, donc à un moment donné, mais quand à un moment donné ils courent après le score, ils arrivent à avoir un plan de jeu, à avoir des joueurs, des Vitinha qui prennent, qui s'affolent pas, qui prennent, qui gardent le ballon. Je pense qu'ils ont les joueurs capables de le faire et je pense qu'ils sont en capacité de le faire. Voilà, pour moi, c'est le prochain step. Exactement. Le match, même si tu es un peu 0-0, tu as raté, mais tu es toujours dans la tête que ça va le faire. Exactement. Ça va le faire, on va continuer et ça va finir par payer. Cisco, de ton côté, du coup C'est vrai que j'ai jamais été autant serein, même lorsque l'OM est mené au score. Bon, là, l'effet de jeu ont fait que voilà, ça a été contre. Et oui, non. La première mi-temps, même au moment de l'égalisation, je me suis dit, je suis encore serein. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Après, en deuxième mi-temps, on a vraiment senti un gros coup de mou. Que Lens a pris le dessus. Et vous parliez justement de Benjamin Pavard, la déclaration de De Zerbi avant de passer à la deuxième partie et l'instant vérité. Donc l'entraîneur marseillais qui a dit diffuseur Ligue 1+, j'ai parlé avec Benjamin, vous inquiétez pas en régie, on n'a pas le template. Il m'a regardé, oui, qu'est-ce que tu dis? Il parle, je l'ai pas dans l'ordinateur, il est en train de chercher, je la voyais. Je vous jure, Samantha a levé le casque et m'a regardé. Tu aimes fou ce que tu dis? Allez, te lance le casque. Je l'ai pas, celle-là, je l'ai pas. T'inquiète, Samantha, je la lis tranquille et on l'a pas. Donc il dit, j'ai parlé avec Benjamin Pavard, je suis très content de l'avoir, un joueur qui nous aide à grandir. Il n'a pas eu de chance à Lisbonne, ni ce soir, mais il reste un joueur qui fait la différence pour nous. C'est vrai que le but contre son camp à Lisbonne est là, le contre son camp, ça montait le penalty là pour le coup. Après, le premier but à Lisbonne, surtout, plus que le contre son camp, tu vois. Parce qu'il couvre, il couvre pas un peu, il couvre presque 1 mètre, je te dis. C'est dommage. Bon, on va passer à la partie 2, l'instant vérité. Partie 2, l'instant vérité. L'instant vérité, vous allez prendre l'habitude de cette chronique où justement l'un de nos collègues autour de la table exposera sa vérité du soir, du moment. Peut-être qu'il la travaillera dans sa voiture, peut-être que c'est le week-end, peut-être que là en venant il me dit la vérité Nordine, on change ma vérité, je mets celle-là. Voilà, j'aime bien mettre en avant justement les collègues autour de la table. Et là aujourd'hui c'est Alba qui a une vérité. Déjà ta vérité tu l'as réfléchi quand?
Voilà, t'étais à la maison, comme ça, tu faisais ta vie, c'était le week-end. J'ai commencé à y penser Sporting, deuxième mi-temps. Quand on est en infériorité numérique, parce que je me suis dit, configuration un peu comme à Lyon, tu vois. À Lyon, tu prends le rouge rapidement. Ouais, du coup, Donc tu te dis, bah là, Sporting, tu gagnes. À Lyon, il y a 0-0. Donc je me dis, tu vois, ok, t'as un 5-3-1, bref. Mais justement, regarde, tu vas bien exposer ta vérité. La vérité d'Alba, c'est sans Gouiri, l'OM est trop juste devant. Non, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, Nicolas Sisco, on va laisser Alba après exposer sa vérité. On parlait d'Amine Gouiri qui était blessé. C'était une nouvelle assez triste pour l'attaque olympienne, mais il y avait la montée en puissance de Robinho Vaz à ce moment-là. Aubameyang marche aussi très bien. Du coup, j'ai l'impression que la blessure de Gouiri n'a pas affecté le moral des supporters marseillais. Toi, tu dis que si ça t'a affecté parce que tu dis que Gouiri va apporter pour toi. Enfin, l'absence de Gouiri va être préjudiciable pour l'OM. Au-delà de la personne que c'est et tout, moi je pense que footballistiquement, c'est une grosse perte. Parce que là aujourd'hui à l'OM, tu as 3 attaquants, tu as Vaz, tu as Aubameyang et tu as Gouiri. Ils ont tous plus ou moins des profils différents, on va dire. Mais Vaz qui ressemble un peu plus à Aubameyang, qui est en mesure de prendre la profondeur, attaquer l'espace, finir de manière clinique dans la surface et qui fait aussi jouer les autres. Quand il est dos au but dans des configurations différentes, parce qu'on a vu contre Lens, c'était un peu plus compliqué. Mais un mec comme Gouiri, tu ne l'as pas dans l'effectif. Gouiri te permet une chose, c'est au-delà de se connecter avec tout le monde, de faire jouer, te permet de remonter le bloc. Donc quand tu as Gouiri sur le terrain, et on l'a vu, je trouve, surtout contre le Sporting, où Aubameyang, il est décisif sur le but de Peixao, mais tu n'as pas ce relais. Arrive un moment où c'est dur. Parce que la première mi-temps, on en a parlé, on a très bien joué, ça a été excellent. Tu as eu les relais, et nanana, c'est très facile. Mais quand tu as été un de moins, où Aubameyang, il aurait été utile pour faire remonter le bloc, il n'a pas été en mesure de. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas sa caractéristique première, c'est un joueur de profondeur, c'est un joueur de rupture. Et là, tu te dis, sur la mi-temps, je pense que même des arbitres l'ont dit, parce que contre Lyon, Gouiri ne rentre pas, et tu avais déjà cette problématique de garder le ballon très haut. Quand il va décrocher, le ballon, il va le garder, il va gagner une faute, il va réussir à se retourner. Et tu te dis, on souffle un peu, on vient de gagner 30 mètres, 40 mètres, on a le pied sur le ballon, coup de pied arrêté et ça repart. Et maintenant que Gouiri n'est pas là, tu n'as plus ça. Et moi, contre le Sporting, déjà, j'y pensais. Je me dis, là, si j'étais De Zerbi, je pense que De Zerbi, il aurait fait rentrer Gouiri et pas Vaz. Même si Vaz, il y a ce côté profondeur et tout, mais tu n'avais plus aucune maîtrise. Le ballon, tu ne le gardais même pas. Le ballon, tu le prenais, boum, tu envoyais devant, profondeur. Mais non. Il en a 2 derrière, 4 derrière qui défendent. Aubameyang seul, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Un attaquant, il décroche, pied-ballon, je garde un peu, allez, je gagne une faute, je retourne, je fais jouer. Le bloc, il remonte, tout le monde reprend un peu confiance. Et contre Lens, je l'ai retrouvé. Vaz, il a fait le match qu'il a fait, on en a parlé. Ça a été un peu compliqué pour lui. Mais si tu as Amine Gouiri, je pense que Gouiri, il commence. Je pense que Gouiri, il joue. Et tu as Aubameyang en sortie de banc ou tu as Vaz selon le match, mais tu as ce truc. Et on parlait des joueurs expérimentés. C'est vrai, il reste relativement jeune, mais footballistiquement, c'est un joueur mature. Donc, tu as ce truc de... Il va faire le taf. Il va faire le taf. Quand tu joues contre le Real, contre le PSG, il marque pas. Bon, il met la barre, mais il fait un très bon match. Il te permet toujours de... Quand tu es dans le dur, tu sais que ça va être un point d'ancrage pour les autres, de le trouver, dos au jeu. Il faut remonter le bloc. Et voilà, nous, on était dans l'euphorie de se dire, bon, on a 2 attaquants super derrière. Mais ce n'est pas les mêmes profils. Et là, tu es dans une période où c'est un peu dur en termes de blessures, parce qu'on a Kondogbia, on a Traoré, on a Gouiri. Et tu te dis, Gouiri, Sporting, il n'aurait pas fait tâche. Lens, tu te dis, il n'aurait pas fait tâche. Certes, début de saison, il est ce qu'il est. Il a eu des difficultés, on ne va pas se mentir, ça a été très très dur pour lui. Mais footballistiquement, il t'apporte toujours, quoi qu'il arrive. Et justement, on va voir les statistiques qui vont s'afficher sur votre écran. Donc, on a Aubameyang, Gouiri et Vaz. C'est une comparaison de leurs statistiques en fonction des matchs joués. Donc, vous les voyez, Aubameyang 7 matchs joués, Gouiri 6 et Vaz. Mais ce qui est intéressant sur justement ce tableau... Alba a parlé des buts, Gouiri en a mis qu'un seul pour l'instant, alors qu'Aubame en a mis 3 et Vaz 2, mais ça va être les ballons touchés par les 90 minutes. Alors Vaz en touche en moyenne 8,3.
Je remercie Nassif Abdallah pour les stats et pour les graphiques. Les ballons touchés d'Aubameyang, c'est 17,6 et Gouiri, c'est 26,8. Donc justement, ça vient corroborer ce que vient de dire Alba. Et les ballons touchés dans la surface, c'est sensiblement les mêmes chiffres. Donc 19 du côté d'Aubameyang, 17 Gouiri et 16 Vaz. Vous, les gars, je vais commencer par toi, Cisco. J'ai l'impression quand même le début de saison de Gouiri était beaucoup critiqué. Là, Alba dit, ok, critiqué, mais son profil est important et même le niveau du joueur. On en est où ? Il nous manque pas, il manque à l'OM. C'est le texto que j'ai envoyé à mon ami, mon ami DZ d'ailleurs, à 21h45 à peu près et tout. Je dis, il manque Gouiri. Petit texto comme ça. Petit texto comme ça, et je lui envoie, il manque Gouiri. Tu as dit bonjour au moins, t'as parlé avec ton collègue. Ah non, direct. Mangouri, c'est le truc. Mangouri. On a tous fait ça pendant un match, je te jure. Nico, on a tous fait ça pendant un match. Il y a une personne à qui tu penses, je vais lui envoyer un message. J'ai pas pris de nouvelles de lui pendant 8 semaines, mais ça, c'est un truc, ça me fait penser à lui. Tu es un collègue de. Attends, toi, t'es algérien. Oh, Gouiri, non, frérot. Ah, non, mais c'est carrément ça. Tu lui dis quoi, ton collègue? Donc, je lui dis qu'il manque Gouiri. Bon, lui, il était très en colère contre plus ou moins la prestation de l'OM. Ouais. Et c'est ce que tu disais, mais moi je trouvais pas qu'il avait tant manqué que ça son début de saison. Il manquait des buts. Ouais, c'est ça. Pas plus que ça, mais après dans le jeu en lui-même, etc., ce qu'on lui demandait de faire, garder le ballon. Ouais, il est toujours juste. Voilà, être juste dans ses transmissions. Moi je l'ai trouvé bien. Et il nous a frustrés, parce que en ce moment, pour moi, c'est le maître mot jusqu'à cette 9e journée. Il y a beaucoup de frustration sur certains trucs. Il nous a frustrés sur le fait qu'il ne marquait pas de but. Notamment à Strasbourg, ces deux grosses occasions-là. Heureusement que l'homme gagne après, sinon il se fait allumer, je pense. Nico, Gouiri? Non, mais bien sûr, c'est un joueur que tu peux pas te passer. Je veux dire, il a une maîtrise technique, il sent le football. Voilà. Le problème, c'est qu'il a tellement mis la barre haute les 6 mois dès qu'il est arrivé. Ouais. C'est que maintenant, tout le monde s'attend qu'il marque tous les matchs. Mais un joueur comme lui, voilà, il va t'amener cette sécurité, cette touche technique. Voilà, il va t'apporter des fautes, il va t'apporter une passe. Et bien évidemment qu'à un moment donné, tu as besoin d'un joueur comme ça, bien sûr. Ouais, c'est vrai que vas-y, si j'avais une petite question. On laisse Mopé à la cave? Oui. D'accord. Ok. Oui. Ok. Ah, de toute façon, non, mais de toute façon, quand tu as un gamin comme Vaz, c'est ça. Je veux dire, aujourd'hui, je préfère faire de la place à un gamin comme ça. Voilà. Tu peux plus revenir en arrière. Malheureusement pour Mopé, parce que ça a l'air d'être un bon gars et tout. Hein. Mais je pense que tu peux plus faire machine arrière. Parce que ça veut dire que si tu remets Mopé, tu prends des minutes à Vaz. Ah ouais. Et il mérite pas Robinho Vaz après ce qu'il a montré. C'est ça, exactement. Non, c'est dans un process de le faire progresser, le faire jouer. Le match à Lens où il est pas bon, c'est pas grave parce qu'il apprend. Ah, il apprend, exactement. Peut-être même qu'il va rejouer Angers. Ouais, et que les gens ils vont dire pourquoi Aubameyang il doit jouer. Peut-être que Angers te met doublé. Surtout qu'il est généreux et ça c'est important. Il court. Je ne posais pas la question par rapport à Vaz. Je disais un troisième attaquant au cas où. Le remettre dans le coup. T'as pas vraiment besoin, hein. Il rentrera jamais. Hein. Et justement par rapport à c'est Chérif qui tweetait ça, notre ami Chérif Bouchiki qui est avec nous, pas encore à l'émission mais il va venir faire des émissions avec nous, qui tweetait en gros par rapport à Robinho Vaz, il disait justement le fait d'installer un jeune, c'est accepter aussi qu'il fasse parfois des performances comme ça. C'est ça. Exactement. Après, c'est vrai que quand tu es à l'OM, l'apprentissage, il doit se faire dans un temps plus restreint et faire comprendre aussi aux supporters. Après, tu as le choix. Hein. C'est soit tu as un crack comme lui et tu le fais jouer et tu lui dis c'est pas grave, tu vas faire des erreurs, c'est pas grave. Ou alors tu cèdes à la tentation de se dire t'es mauvais, tu vas sur le banc. Parce que t'es super exigeant. Mais moi je trouve que son rôle joker il est excellent. Il est excellent. Ah, oui. Il rentre, il te met cette fougue là, comme Bilal Nadir, la même chose. Il apporte quelque chose. Alors des fois, j'entends mais il rate mais encore heureux qu'il rate, il a 22 ans. Je veux dire. Mais c'est un gamin qui. S'il ratait pas, il serait pas là. Hein. Et ça, on va parler de qui? Des deux. Des deux. Je veux dire. Si les deux ils ratent pas, ils sont pas ici. Juste revenir on va revenir sur Amine Gouiri. Je vais vous montrer la hitmap qu'on a préparée, que notre ami Nassif nous a fait. C'est 161 ballons touchés Amine Gouiri en Ligue 1 depuis le début de saison. 26,8 ballons touchés, on l'a dit, toutes les 90 minutes. 17 ballons touchés dans la surface. Et quand on voit la carte, voilà, il se déplace de partout, à droite, à gauche. Donc expliquer un peu ce que tu expliques Alba. Il est même beaucoup plus côté gauche. Côté gauche, je pensais qu'il aime bien rentrer. Il a joué à gauche. À Rennes, à Nice, il a joué à gauche. Gouiri va revenir tranquillement, on va le laisser revenir dans l'équipe. Mais est-ce qu'il y a un doute
déjà, est-ce qu'il y avait déjà un doute chez vous qu'il fasse une bonne deuxième saison? On a l'habitude de dire que Gouiri, c'est une saison, oui. La deuxième saison, non. Est-ce que le doute, la blessure, bien sûr, complique le débat, mais est-ce qu'il y a ce doute-là sur son retour? Il va revenir mi-janvier, février. Le but pour lui, c'est pour pas se mentir, de faire la Coupe du Monde avec sa sélection, et on peut le comprendre. Mais du coup, on oublie Gouiri cette saison? Ou quand même Non. Pas du tout. Il va être utile. De toute façon, s'il veut faire une bonne Coupe du Monde, il va falloir qu'il se mette en condition pour aller à la Coupe du Monde et être performant aussi. Donc, je pense que ça aussi, c'est. Mais il faut pas. Non. Et je pense que Marseille aura besoin de Gouiri pour aller chercher peut-être le titre. On ne sait pas. Bien sûr. Sur la question que tu posais, c'est vrai qu'en début de saison, en début de saison, j'avais ce doute-là, puisque son parcours, que ce soit à Rennes ou à Nice, c'était 6 excellents mois. Et l'année d'après, j'avais ce doute en début de saison. Les premiers matchs, justement, bien qu'on dise que c'est le... Non, les premiers matchs, je me suis rassuré. Il m'a rassuré, je me suis dit non, il est motivé à faire une autre saison, bien qu'on lui ait mis en concurrence Aubameyang. Et il part sur ce but, il se blesse en sélection, mais avant ça, si on le rappelle, il met un très beau but à Metz. C'est à Metz, certes, mais... Pardon ? Ça commence à Lorient, la blessure. Ouais, bien sûr, il traîne ça. À Lorient, et après, il a traîné ça. Il prend une sortie kamikaze, 93e. Je vais rien dire sur ça. Tu peux pas faire plus malchanceux. Il n'y a pas pire. 93e. Merci à vous pour le débat. Partie 3, l'interview invité. Partie 3, interview de l'invité. Bon, Nicolas Marin est avec nous. Nicolas Marin, alors là, quand on revoit ta fiche, déjà, tu es formé à l'AG Auxerre. Oui. L'AG Auxerre, tu as connu Giroud, j'imagine. Oui. Déjà, est-ce qu'on la raconte de partout, sur tous les plateaux, de partout? C'est vrai que c'est une anecdote que vraiment, attention, comme on dit à Marseille, tu quillais un ballon, c'est-à-dire tu mettais le ballon derrière la cage, tu l'envoyais en l'air, là. Il fallait le récupérer, il était vraiment sur ça, c'était tendu. Comptez vraiment. Il comptait tout. Ouais. Tout. C'est hallucinant. T'as comme ça un souvenir avec Giroud qui t'a marqué globalement, au-delà du côté non, c'était gestionnaire, on va dire, du club, le côté tacticien, le côté... parce que Giroud, quand même... Ah non, par contre... Voilà, il a fait monter le club, il a pris un DH, et le club a joué même la Ligue des Champions, quoi. Il chérit ses joueurs, par contre. C'est quand il... À un moment donné, il fait le doublé avec Auxerre, donc bon... Mais tu sentais qu'il avait... on faisait toutes les semaines les mêmes semaines d'entraînement. Il n'y avait pas une semaine... je m'en souviendrai toute ma vie. Le mardi matin, forêt, l'après-midi, petit jeu. Le mercredi, match 11 contre 11. Jeudi, tennis, ballon, course, étirement, veille de match. C'était toute la semaine ça. Alors, il y avait le samedi où tu faisais les mises en place. Mais encore une fois, moi, il ne m'a pas donné ma chance et je lui en ai beaucoup voulu. Mais... ça reste ce qu'il a fait à la GA, c'est monumental, quoi. Je veux dire, il est emblématique et ça on peut pas lui enlever, hein, sincèrement. Le club qui t'a fait confiance, c'est l'AS Saint-Etienne où tu as joué 70 matchs. Ensuite, tu enchaînes avec Sedan, Lorient, Plymouth, Bastia, Sion. En Suisse, tu vas à Dubaï aussi. Ça va à Dubaï en tant que joueur de foot? C'est très bien, c'est bien. Ah ouais, bien? Ouais, c'est très bien. Ouais, mais c'était en quoi? C'était en 2012. C'était pas encore la mode qu'en ce moment, non? Non, ouais, mais... Précurseur, t'étais. Ouais, j'aurais aimé rester, mais ça c'est... Ensuite, tu pars en Grèce, tu fais l'US Boulogne en France et Toulon notamment. Donc, toute cette carrière, quand même, tu as fait énormément de clubs. Déjà, c'est quoi cette vie-là? C'est vrai, c'est comme un joueur de foot, de déménager de droite à gauche. Moi, comment ça s'adapte? Je te résume ma carrière, c'est du gâchis et très mauvais choix de carrière, tout simplement. À un moment donné, quand tu galères à Auxerre et que tu pars à Saint-Etienne où tu te fais un an, tu joues la montée, tu termines 6e de Ligue 1. Moi, je l'ai toujours dit, sans langue de bois, j'ai la tête qui passait plus à travers les portes, et à un moment donné, tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas. Et tu n'es pas bien conseillé, parce que c'est la vérité. Quand tu dis je te prends pour quelqu'un que tu n'es pas, comment ça se matérialisait? Qu'est-ce que tu faisais comme action au quotidien qui changeait? Est-ce que tu t'entraînais moins? Ton rapport aux gens? Raconte-moi tout ça. Peut-être tu t'entraînes un peu moins, tu te vois beau, tu penses que tu fais un mauvais match, mais tu penses que tu fais un bon match. Les gens qui te disent la vérité, tu les écoutes pas. Et au final, tu tombes dans un engrenage où pour moi, tu te la racontes. Quand tu ne veux pas écouter les vérités et que tu peux pas avancer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu n'es pas bien entouré, tu fais que de la merde. Et à un moment donné, je sais pas combien de personnes m'ont dit, mais
putain, t'as gâché ta carrière. Alors je dis pas que j'aurais signé au Real de Madrid, c'est pas vrai. Sûr, Hein. mais une carrière en Ligue 1, En Ligue 1, en Ligue 1, à Rennes, à Lens, sûr. j'aurais pu me faire mes 300 matchs en Ligue 1. Et au final, tu termines à Lorient, sans dénigrer Lorient, loin de là, à Plymouth, à Skoda Xanthi. Ah non, mais c'est une honte, sincèrement, c'est une honte. J'ai l'impression de voir le Nicolas Marin, conseiller sportif, qui engueule le joueur. Ouais, bah exactement. Là, aujourd'hui. Bah exactement. Mais j'aurais aimé, comme conseil, comme maintenant, moi je conseille les gamins de maintenant. Et justement, dans ta carrière, il y a eu des éléments forts. Tu as failli signer à l'Olympique de Marseille, à la Fiorentina également. Tu es un joueur technique, un bon passeur, un milieu de terrain qui s'adaptait à beaucoup de contextes en Ligue 1. Nicolas Marais, quand vous regardez les vidéos, c'est un joueur, il se cachait pas, il allait dans le trafic. On n'a pas le même âge, hein, mais moi j'ai... Tu as 45 ans aujourd'hui, Nicolas. Tu es né en 1980. Moi je voyais un Ligue 1 avec les cheveux gris sur le côté. J'avais... Tu nous as marqué sur ça. Ouais, mais sincèrement, il y a... En platine là, à Saint-Etienne. T'as là-bas, t'as fracassé des générations. Ouais, non, mais il y a beaucoup de personnes qui... Et c'est vrai que c'est frustrant. À la fin, bon, j'ai 45 ans, moi je refais pas ma carrière, c'est là, mais quand t'entends beaucoup de gens, putain, mais t'étais bon. Aujourd'hui, ils ont zéro... Ils ne disent pas ça pour faire plaisir, ils s'en foutent, quoi. Je veux dire. Mais j'ai raté quelque chose, voilà, c'est cette régularité, être bien conseillé, un cocon stable, pas besoin de changer 50 millions d'agents, écoute, voilà, et ça c'est important. Et sur l'OM et la Fiorentina, de secondes Isco, ce petit passage-là, qu'est-ce qui fait que ça se fait pas Djibril m'appelle, me dit, écoute, il y a l'OM qui... Djibril Cissé, ouais. Il me dit, Nico, il y a José qui t'aime bien et tout, ici et là, ça te dirait de venir en complément. Bien évidemment, je venais pas en titulaire, hein. Encore heureux, je veux dire... Donc c'était quoi les années 2000 C'était 2006 ou 2007. 2006, pour moi 2006-2007. Et sincèrement, j'étais bouillantissime parce que Marseille, c'est mes parents ici et là. Et avec le recul, je pense que déjà, psychologiquement, je n'étais pas préparé. Sincèrement, pour Marseille revenir à cette époque. Et si j'avais pas été performant, pris en grippe, famille, chez moi, je pense que je l'aurais très 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 mal vécu, sincèrement. Et je pense que des fois on dit que c'est toujours un mal pour un bien. Et je choisis de partir à Lorient parce que voilà, j'avais la sécurité, 3 ans, Gourcuff m'appelle et je me dis allez, ok, exactement. Et voilà, et après Saint-Etienne, j'ai le directeur sportif de la FIO qui m'appelle en me disant ouais, tu viens, ils étaient en Ligue 2 et qu'ils allaient monter ici et là. Et pour X raisons, ça s'est pas fait. D'accord. Cisco, tu avais une question? Oui, en fait, est-ce que tu n'as pas parti aussi de ce côté école auxerroise? Non, je pense pas. Non, sincèrement non. Alors j'ai été formaté en 4-3-3 parce que Giroud c'était 4-3-3, voilà, avec les ailiers, voilà, Cocard, Vayura, Steve Marley, tout ça. Mais non, après moi Antonetti il a mis un système en 4-3-3, j'arrivais à m'adapter. Alors j'aimais pas défendre, mais j'arrivais à m'adapter voilà, dans les systèmes un petit peu sauf avec Gourcuff, ça a été très 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 difficile. C'est quasiment la même école que Giroud. Hein. Ouais, mais les joueurs de côté, le travail défensif, il est énorme. Ouais. Il faut que tu défendes sur le latéral défensivement, il faut que tu ailles attaquer. Alors un jour il m'a dit, mais moi si tu m'apportes que du danger dans l'équipe adverse, ça me dérange pas que tu défendes pas. Mais bon, quand tu es Lorient, à un moment donné, t'as pas trop la possession du ballon, même si on essayait d'avoir voilà, la possession pour essayer mais c'était difficile, c'était très difficile. Après ta carrière de joueur, tu bascules en tant que conseiller sportif. Qu'est-ce qui mûrit dans ta tête? Comment tu bascules de l'autre côté? Et je l'ai pas dit, c'est vrai que je l'ai pas dit, tu as été formé au Burel? Ouais. Burel, bon club de formation. Tu es toujours en contact avec le club? Ouais, de temps en temps, mais j'y vais beaucoup moins. Et quand je les vois, c'est un réel plaisir de voir tous les gens du club. Ouais. Ta formation, on a parlé de ta carrière de joueur, on y vient, conseiller sportif, tu as participé à de nombreux dossiers, notamment au centre de formation de l'Olympique de Marseille, notamment le dossier qui a beaucoup fait parler, c'est Isaac Liadji. On se rappelle de ce match amical face à Naples, exceptionnel, on a l'impression que ça y est, c'était parti pour lui. On parlait de Robinho Vaz, et bien là, pour Isaac Liadji, allez, let's go, le gamin des quartiers nord de Caliste qui va signer à l'OM, donc tu avais la hype à Marseille, tu avais tout le monde, et aussi le côté comorien. Et le côté comorien qui est une grosse communauté à Marseille. C'était x2. x3 même en vrai. Non mais c'est vrai. C'était la pépite que tout le monde regardait. Tout le monde regardait. Sélection de jeunes équipe de France. C'était la star en équipe de France jeune. C'était le joueur qui va tout péter. C'était
Maccabi, l'Accabi de Nasri. Hein. En termes d'attente pure, c'est peut-être même plus que Camara. C'était quelque chose que tu te dis, tu vas le voir une fois tous les 20-25 ans. Et pourquoi ça s'est pas fait, Liadji à l'OM? C'est toi qui l'as géré? C'est toi qui as géré le dossier? Ouais. En partie, t'étais là? En partie, oui. Moi, j'étais plus sur le côté sportif de lui dire ce qui allait pas, ce qui... Voilà. Après, ça a été un choix. On rappelle, c'était l'ancienne direction avec Jacques Henriero à côté à l'Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, pourquoi ça s'est pas fait, tout simplement? C'est un choix. Après, ça a été un choix. Il a préféré signer à Lille. C'était Lille, ouais. Ouais, signer à Lille. Et, après, il avait tous les clubs de France, d'Europe qu'il voulait. Hein. Sincèrement, c'était... Et comment un gamin de... Là, c'est moins le cas, on va dire que... Ouais. Mais est-ce que si c'était pas cette direction, ça aurait eu... Est-ce que le chemin d'Isaac Liadji serait différent? Est-ce qu'il serait à l'Olympique de Marseille aujourd'hui avec Pablo Longoria et le board qu'on connaît? Ou non, c'est de son choix? Non. Moi, je pense qu'il ne le serait pas. Aujourd'hui, pour s'imposer à l'Olympique de Marseille, il faut avoir beaucoup de caractère. Il faut vouloir s'imposer. Quand je dis vouloir, c'est comme me disait mon ami Alba. C'est bien beau de marquer 2 buts en U17. C'est pas assez. C'est pas assez. À un moment donné, il faut faire plus. Et moi je te coupe pour qu'on soit clair. Tu dis qu'Isaac Liadji ne voulait pas forcément s'imposer à l'OM, que c'était non, c'est pas qu'il voulait. Non, pour qu'on comprenne bien ce que tu dis. Non, c'est pas qu'il voulait pas. Je pense que Isaac, il avait envie. Il avait envie, bien évidemment. Ouais. Mais à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, le contexte s'y prête pour un gamin comme lui? Moi, je trouvais qu'à un moment donné, qu'il quitte son cocon, qu'il aille s'émanciper ailleurs, je pensais que pour moi, c'était la meilleure solution. Aujourd'hui, il y avait tellement d'attentes, il y avait tellement d'expérience sur lui qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est le bon choix de signer à Marseille? Et aujourd'hui, signer à Marseille, il faut avoir vraiment une très très grosse personnalité. Et je reviens sur Bouba Camara. Moi, je l'avais vu à l'époque contre Monaco à Cassis-Carnot, si je m'en souviens. J'avais appelé Mehdi Benassia et je l'avais dit, j'ai trouvé ton sosie. Il me dit qui? J'ai dit Bouba Camara. J'avais vu contre Monaco, j'avais dit c'est un phénomène. Il jouait défenseur central, il jouait pas 6. Et lui, il a su s'imposer. C'est ça. Il s'est imposé, lui. C'est ça. En plus, avec beaucoup de charisme, beaucoup de maturité. Il s'est pas dénaturé. Ouais, c'est exactement. Il s'est pas dénaturé. Et j'ai adoré parce que... Et surtout, il est resté de lui-même. C'est ça, il se la racontait pas. Et j'ai eu beaucoup, moi, de personnes qui m'ont dit, mais... c'est le même, en fait. C'est le même. C'est une bombe atomique. Et lui, franchement, j'y tire mon grand coup de chapeau. Parce que franchement, il s'est imposé. Il s'est imposé. À l'Olympique de Marseille, il y a eu Nasri et Bouba. Il y a Bouba. Il y a Bouba, on peut dire ce qu'on veut. Alors après, voilà, il est parti comme il est parti, mais c'est comme ça. Mais... Après, pas... Justement, ça fait partie des joueurs qui, là, ça change, on en parlera dans quelques secondes, mais Isaac Liadji, Boubacar Kamara s'est imposé à jouer à l'OM, mais là, justement, c'est en train d'arriver avec Bilal Nadir, notamment. Tu as participé à sa signature professionnelle à l'Olympique de Marseille. Est-ce que, justement, à l'Olympique de Marseille, ça manque pas de plus de Bilal Nadir et de... Bon, tu avais fait signer aussi Ben Seguir cette saison en 2021, qui venait de Nice. C'est des joueurs post-formés, pas formés concrètement à l'Olympique de Marseille. Mais est-ce que ça manque pas, justement, de joueurs formés à l'OM qui font une carrière à l'OM, tu fais 5 ans à l'OM comme Camara, c'est déjà très bien. Est-ce que ça manque pas de ça? Ah oui, ça manque, oui, mais bien évidemment. Aujourd'hui, ça manque de joueurs de qualité, de jeunes qui puissent sortir, que ça soit... ça sort beaucoup à Monaco, on le voit. On le voit à Monaco, ça sort. Mais pourquoi ça sort à Monaco, ça sort pas à Nice, ça sort pas à Marseille, on s'en fiche de Nice, mais pourquoi ça sort pas à Marseille? Moi, il faut savoir pourquoi ça ne sort pas à Marseille. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des ratés, il y a eu des trucs, et à un moment donné... et c'est surtout que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes joueurs ne veulent pas signer à l'OM parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont pas, ils vont pas sortir aussi. Ouais. Et ça devient compliqué aussi. Ça devient compliqué. Parce on parle de Bilal Nadir, on peut parler de Bakola, justement, vas-y. De Robinho Vaz, mais en vrai, c'est pas des petits c'est pas des petits ici. Sans rentrer dans le cliché, hein. C'est factuel. Alors après, attention, il y a une chose qu'il faut vraiment aussi prendre en compte, c'est qu'il y a une entente aussi. Ah oui, qui est pas pareil. Tu peux pas sortir des joueurs comme à Monaco ou à Nice, où tu sais à Marseille. À Marseille, tu dois jouer la Ligue des Champions, tu dois être dans les 3 premiers chaque année, et des fois, est-ce que tu peux te permettre de lancer 4-5 jeunes?
C'est ça. Et souvent, c'est même les gros clubs, souvent c'est dans les saisons compliquées ou sinon Ouais, c'est des où grosses tu les pépites. vois. Quand Lyon lance Gonalon à l'époque, quand il lance Gonalon, Ferry, bon, Lacazette fait qui au-dessus, tout ça, mais quand tu lances Gonalon, Ferry, c'est vrai. t'es très bon joueur, mais c'est dans une saison où à l'époque avec Rémi Garde, c'était plus compliqué. Il a fait son losange, ça a marché, il s'est maintenu. Et voilà. La chance que l'OM peut avoir sur le futur, après il restera pas éternellement. Mais t'as Benatia et t'as De Zerbi. C'est que De Zerbi, pour le coup, on peut dire beaucoup de choses, mais il a été clair avec les jeunes. T'es bon, tu joues. Il n'y a pas de demi-mesure. T'es bon, tu joues. Et pour l'instant, il a respecté ça, parce que pour le coup, Nadir, il a joué. Vaz, il a joué. Bakola, il a fait des entrées. T'es bon, tu joues. Mais malheureusement, pas tous les entraîneurs sont comme ça. Après, il faut aussi tirer un grand coup de chapeau à Mehdi Benassia, parce que beaucoup de gens lui ont craché dessus. Et voilà, moi Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de l'avoir au club. C'est un passionné, moi je l'ai connu pendant 18 ans, c'est un passionné qui aime Marseille, qui aime son métier et il donne son corps et âme pour l'Olympique de Marseille. Et ça, les gens ne le voient pas. Justement, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce que les gens ne voient pas les gens ne voient pas qu'il peut rester jusqu'à 4h du matin à appeler les joueurs, à appeler les trucs. Il est presque à ça rendre malade. Et moi, il faut me trouver un directeur sportif qui sera malade pour... Ça n'arrivera pas. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a mis en place, ça marche. Et il y a une marge de conduite, une marge de manœuvre qui est claire, nette et précise. Et aujourd'hui, il a fait un peu de ménage. Même beaucoup. Et le club, pour moi, il est beaucoup plus sain qu'il y a 2-3 ans en arrière. Je pense que quand il partira, on se rendra compte Exactement. de tout ce qu'il va laisser, au-delà de comment il va partir, parce que peut-être il partira avec un titre, peut-être il partira avec des échecs, mais il laissera le club dans un état où tu te diras, son successeur, il sera nickel. Exactement. Et surtout, excusez-moi, c'est un connaisseur, c'est un passionné, un connaisseur de ballon. Et bon, voilà, et pareil, je rejoins aussi Sami Nasri, que j'ai côtoyé. Les deux, ils connaissent le football. C'est pas des directeurs sportifs qu'ils connaissent le football. Et c'est pour ça que je le dis, parce que je pense que beaucoup de personnes pensent qu'il vient Non, il vient pour l'Olympique de Marseille, il veut réussir. Et lui, quand il a un truc dans sa tête... Et j'y pensais, tu me parles de Samir Nasri. Est-ce qu'il aurait une place dans le club olympien? Tu parles de sa passion, de son regard. Est-ce que tu sais s'il a envie de faire ça? Non, je sais pas. Mais aujourd'hui, quand tu l'entends parler à Canal+, c'est un vrai connaisseur de ballon. C'est un passionné. Et il connaît le football. Et aujourd'hui, tu as besoin d'avoir des gens qui connaissent le football. Pour grandir. Et un club comme l'Olympique de Marseille, tu as besoin d'avoir des gens qui connaissent le football. Pour moi, et encore une fois, je le redis, Marseille a la chance d'avoir Mehdi Benassia, d'avoir De Zerbi. Et pour moi, c'est une aubaine. En une phrase, Bilal Nadir, tu t'occupes de lui toujours en ce moment ou pas? Non, c'est plus moi. C'est toi qui t'es occupé de lui. Oui, c'est sur moi. Sa signature en 2021. Qu'est-ce qu'il a de différent? Il a l'air d'avoir un flegme, une sérénité. Il a l'air d'être imperméable à la pression pour un jeune qui n'est certes pas de Marseille, mais quand même le Vélodrome, ça fait peur à beaucoup plus de joueurs qui n'ont pas 21 ans, qui ont 32 ans, 50 ans, ce que tu veux. Moi, ça fait longtemps que je le connais. Je veux dire, aujourd'hui, Bilal le sait, mais très grosse personnalité, très gentil garçon, très respectueux. Et très bon footballeur. Voilà. Après, il faut arriver à trouver sa place. Mais à un moment donné, quand tu es à Marseille, on te dit de jouer 6, tu vas jouer 6. On te dit de rentrer sur le côté, tu joues sur le côté. C'est comme ça. Mais on a pu le voir. Toutes les rentrées qu'il a faites, et ça a été déterminant. Et il faut lui laisser, cette chance-là de ne pas être trop exigeant avec lui, comme avec Vaz. Il faut le laisser grandir, leur donner de la confiance, même s'il rate quelque chose, les encourager. C'est comme ça qu'à un moment donné, les gamins, ils vont se prendre de la confiance, et ils vont performer. Bon, justement, on verra si Bilal Nadir va performer, s'il va être titulaire demain. C'est parti pour la partie numéro 4, droit au but. Partie 4, droit au but. On va tout dire, je me suis fait engueuler par la régie. Parce que là, on a pris du temps sur le début d'émission, mais c'est intéressant, Nico, de parler avec toi. Moi, je peux rester. Moi aussi, on parle football. On peut rester, on n'a plus de vie, plus de famille. On va recevoir des messages, on rentre à la maison, c'est bon, arrête de faire ton... C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant de parler avec toi de football, avec vous, justement. Merci d'avoir réagi sur cette partie numéro 3, partie invitée. Donc, partie numéro 4, droit au but. Et la question, tout simplement, on a parlé d'Angers, d'Auxerre, dans cet ordre-là. Angers, mercredi. Auxerre, j'ai un doute, c'est quand? C'est samedi. Voilà, j'avais un doute parce que je me suis dit, c'est assez resserré, 21h. Donc, est-ce que c'est 6 points obligatoires, Cisco? 6 points obligatoires, oui.
Oui. On fait un tour rapide. Oui. C'était comme à la télé, rapide, et après je reviens et je vous repose une question. Si c'est obligatoire, oui. Oui. Nico. Oui, bah oui. Ouais, c'est pas de... J'aime bien quand c'est direct comme ça, il n'y a pas de fin. Bon, que je reprenne le conducteur rapidement. Il y a eu beaucoup de victoires face à Angers. Il y a eu le match l'année dernière qui a marqué un peu tout le monde parce qu'avec un scénario assez fou et des cartons rouges notamment. Mais depuis 7 matchs, Angers n'a pas gagné face à l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on a la compo probable d'Angers qui va s'afficher rapidement? Je vais vous la citer pour celles et ceux qui nous suivent à la radio. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas là sous les yeux, donc je vais la récupérer tranquillement. On a le temps. Merci d'être avec nous sur United Radio et sur 13-0-13. Angers qui s'est imposé 2-0 face à Lorient avec Prosper Peter, bon jeune devant qui a marqué. Mais là, il est blessé. Il sera vraisemblablement pas titulaire face à l'Olympique de Marseille. C'est Djiki Sharif. Chéri, qui a marqué également. Contre Lyon. Il a marqué là aussi. Il a marqué. C'est les jeunes qui- On parlait en off des 2008 joueurs. Sheriff et Peters 2007. On parlait des joueurs qui se transcendent. Tu vois. Vélodrome mercredi. Donc Bah, tous les deux 21 18 ans, mais pour Sheriff, il est un peu plus jeune. Donc c'est justement un 4-2-3-1 que vraisemblablement va aligner du jeu avec dans les buts. Donc Kofi fait une belle saison. Il a arrêté même un penalty face à Lorient. À gauche, Hanin. Dans l'axe, notre ami Jordan Lefort avec Camara. Arcus qui jouera à droite. On aura certainement un double pivot en 6 là, avec Belkebla et Abdelli. À droite, Belkedim. Mouton qui sera vraisemblablement en position de numéro 10, Zbaye à gauche et du coup Sheriff qui peut-être jouera en pointe. Donc voilà une équipe angevine qui marche bien en ce moment, match nul à Monaco, victoire face à Lorient dans un match important pour le maintien, mais bon on est d'accord que c'est un adversaire que l'OM doit battre sans contestation et justement est-ce que s'il y a une contre-performance ça va commencer au stade, ça va être chaud là. Ah là oui. Oui. Il faut gagner quoi, il y a pas Il de... faut gagner. Là, c'est comme on disait, le step au-dessus. Mais là il n'y a pas de arbitre individuel, T'as pas le droit. c'est Léonard l'arbitre Non, t'as qui pas- arbitrera cette rencontre. t'as pas le droit. Même si Angers, c'est un petit pouls. Ouais, J'ai fait afficher les les petits stats, pouls du contre Montpellier. Ouais, championnat. après ça c'est une monte pas. équipe chiante, hein. C'est une équipe chiante, mais si tu veux aller chercher quelque chose en fin de saison, tu dois gagner. Ah exactement. Là, c'est c'est tout. c'est obligatoire. Tu Aujourd'hui, tu dois peux pas. gagner. Surtout avec le contenu que tu as montré là sur les deux matchs. À domicile, tu dois emballer ça et au contraire, tu dois faire regretter les 3 points que tu as perdus. Ouais, là, c'est exact. et tu dois emballer le stade. Et je pense que c'est en faisant ça que, à un moment donné, la ferveur va commencer à un truc. Et Marseille, tout peut arriver. Moi, En pour plus, la moi, ferveur, pour le coup, cette année, c'est pas estompé. Ouais, Bon, ouais, il y a eu 2 ouais. matchs à l'extérieur, donc on n'a pas senti le poids de ces 2 défaites. Mais comme depuis plusieurs années, sans être démago, c'est incroyable. Moi, la ferveur que je Ah vois au ouais. Vélodrome, C'est top. c'est un truc de fou. C'est top. C'est un truc de Ça malade. fait plaisir. Les gars, rapidement, on va passer sur les compositions d'équipe. Je t'ai pas demandé ta compo. Ouais, je sais que j'étais surpris, mais c'est Alba. C'est Alba, il est quarterback aujourd'hui. Il est donne numéro 10. La composition d'équipe d'Alba, tu vas nous la donner. Elle va s'afficher à l'écran. Bon, toi, c'est une compo plutôt classique. Je pense après. Moi, je veux ta compo. Ouais, je moi veux- je pense que ça va être 4-2-3-1. Enfin, 4-2-3-1 sur le papier. Après, on sait l'animation, ça varie à chaque match, c'est tout le temps différent. Mais ça va être, je pense, 4-2 Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson, Mhm. Højbjerg qui reprend sa place parce qu'il ne va pas passer 2 matchs sur le banc. Je pense qu'il va faire continuer Vermeuren. Parce que O'Reilly, je ne l'ai pas trouvé bon sur son entrée, enfin, ces derniers matchs là, un peu moyen. Bon, Greenwood va enchaîner. Peixao, je pense, Mhm. il doit aussi enchaîner. Et je pense que ça va être Nadir. Moi, je mettrais Nadir en 10 et Aubameyang devant. Après avoir l'animation, évidemment. Parce que de toute façon, avec ballon, c'est souvent les trois qui restent derrière. Et après, ça varie un peu. Mhm. Mais moi, je partirais sur ça. Je pense pas. Après, j'ai un doute quand même sur Pavard. J'allais dire ça. Pavard, on laisse reposer. Ouais, ou... Après, ça serait un peu sanction. Ouais, ça ferait un peu exactement, ça ferait sanction. et Justement, il on mérite est- pas on sanction. est- C'est pas le style des deux Herbie. Ouais, mais après, d'un côté, je t'aurais dit Balerdi joue pas, mais il n'a pas beaucoup joué en vrai lance. Donc, je pense qu'il va rejouer. Après, Aguerd, tu peux pas le sortir. C'est un peu compliqué de le sortir. Mais tu as toujours des Ça va petits se jouer peut-être entre Wea, Voilà, Murillo. tu vois, les Wea, Emerson. T'es d'accord avec sa compo? Ouais, ouais, je suis Nadir en d'accord. 10 Ouais, je suis s'il te plaît. d'accord. Ah oui. Non, mais au-delà du. Je sais pas d'ailleurs les relations que tu as gardées avec le joueur, si c'est. Mais au-delà de ce côté-là affectif de Nadir, est-ce que, voilà, footballistiquement, cette composition d'équipe Ah oui, vous oui, plaît oui. à toi aussi, Cisco J'aurais peut-être mis Gomez du fait de sa. Ah, peut-être, ouais, aussi. Peut-être Ouais. Gomez. Bonne entrée, Après, je ouais, pense, ouais, ouais, peut-être. Peut-être. L'un ou l'autre. Ouais, Mais c'est ça. ce qui est bien après, ce qui est bien et pas bien en soi, mais il n'y a personne qui sort vraiment du lot.
Donc tout le monde peut prendre ses minutes. Moi, je serais pas étonné que c'est Angel Gomez qui Ouais, commence. exactement. Comme je serais Angel pas. Gomez a beaucoup déçu récemment. Ouais, il a il est un beaucoup. peu déçu, En fait, par rapport à sa déception, je trouve que c'est bien que De Zerbi lui fait beaucoup confiance. Et justement, Nadir, est-ce que c'est pas un match à domicile pour justement donner confiance aux jeunes Marseillais, moi, Nadir? je partirais plus sur Nadir. Mais je serais pas étonné qu'Angel Gomez commence aussi. Ou L'un peut-être l'autre. Gomez à la place de Vermeulen ou Ouais, Riley. ou Gomez plus bas, comme on l'a déjà vu en début de déjà saison vu. aussi. Après, Mais, Après, moi, j'aime bien ce qui se passe en ce moment, là, les faire rentrer à 20-25 minutes de la fin. Ils t'amènent cette fraîcheur-là, cette fougue. Et voilà. Mais c'est cohérent, quoi. Je veux dire, qu'on mette Gomez ou Nadir. Bilal, c'est très cohérent. Bon, on va voir si Roberto De Zerbi va aligner cette composition face à Angers cette semaine en championnat. Match à 21h. Ouais. Ils se regardent tous. Mercredi 21h. 21h. Ouais, normalement, vous me dites d'entrée 21h. Voilà, Alba, il a suivi. Mais parce que c'est coupé en deux. Parce qu'avant, ces journées en semaine, tu avais ça. tout Il y a fait des depuis matchs à 2-3 ans. 19 Il y a des matchs à 19h. Depuis 2-3 ans, tu avais tous les matchs à 21h et la vérité c'était horrible, c'était Non. illisible. Là tu as 4 matchs à 19h je crois et c'est 4 ça. matchs à 21h. Je trouve ça illisible. De quoi? Tu as trouvé ça illisible quand c'était tout ça à 21h? J'aime pas. Ah, moi aussi, j'aime pas. J'aime pas. Je trouve ça bien quand c'est bien en fin de éparpillé. saison. C'est bien en fin de saison multiplex. Ouais. Ouais, Oui, voilà un exactement. délire. Mais Mais là, tu c'est pas- sais qu'en Liga, ils font jamais, je sais pas s'ils le font toujours, mais ils font jamais un match à la même horaire que l'autre. Ouais. Que tout le monde puisse regarder un match pour exposer les petits clubs. Et je trouve qu'il y a un avenir dans ce système-là parce que plein de matchs en même temps, du coup, tu perds la lisibilité. Parce que moi je suis vieux, j'écoutais sur RMC à l'époque. Ah ouais. En 1984. Ils criaient, il y avait 6-1, l'équipe a mettait le 1 but. Ouais. Oh le 6-1 C'est ça, réduction de exactement l'écart ça. au score. J'écoutais Eugène Sacomano, moi. Mais la prod c'est terminé, sinon on va continuer à parler. Notre ami Nassem là qui... Nassem il est là Nassem, monte la prod, ça y est, pour vous dire que c'est terminé. Merci beaucoup les gars d'avoir passé 7h10 là avec nous, cette émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Nicolas? Non, rien de spécial, moi ça va. Je vous La remercie. santé déjà, montre-nous, La t'as le santé. bras. Ouais. La vérité, je me ouais. moque pas, mais t'as fait ça comment? Accident de scooter. Aïe, c'était toujours la gros scooter ou petit scooter? Ouais, petit scooter, mais c'est. Mais est-ce que tu nous as fait les... Je voulais zigzaguer. Pas à Marseille, tu sais comment c'est Marseille, Ouais, tu zigzags je mais sais. il faut voir avant de recevoir. Exactement, faut voir avant de recevoir. J'ai des conneries là, on va arrêter. Alba, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Ouais, c'était Merci à un vous, super moment. Cisco, la force tranquille. Régalade. Ouais, tu vois, on finit sur ça, régalade, on s'est régalé. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve dans une semaine. Et ce vendredi, pour le 13 live flash, on vous expliquera justement les billes, on vous donnera les billes avant ce match face à Auxerre. D'abord Angers, ensuite Auxerre, et on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne soirée.